quand un objet est soumis à plusieurs forces, on va être en mesure de calculer le travail fait par chacune des forces. Bien, le travail total, ça va être la somme de tous les travaux faits par l'ensemble des forces qui sont en présence. Donc, on vous dit le travail total est la somme des travaux faits par l'ensemble des forces agissant sur l'objet. Cela correspond au travail fait par la force résultante sur l'objet. Donc, je pourrais trouver la force résultante et ensuite faire le travail et ça me donnerait le même résultat. Donc, si j'avais une force résultante qui est ma somme des forces que j'appliquais sur mon objet sur un déplacement delta S, bien, le travail, ça serait égal à ma somme des forces fois delta S. Mais on a déjà vu que la somme des forces est égale à MA, selon la deuxième loi de Newton. Donc, j'ai remplacé somme des forces par MA, toujours fois delta S par après. J'obtiens que le travail total, c'est MA fois delta S. Mais on peut faire un lien entre l'accélération, le déplacement et les vitesses avec l'équation d'un mouvement à accélération constante, v carré égale v0 carré plus 2a delta s. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller isoler l'accélération dans cette équation-là et je vais la remplacer dans l'expression du travail total. L'accélération vaut v carré moins v0 carré sur 2 fois delta s. Et je viens remplacer l'accélération dans mon travail total. Ça va me donner, le travail total va être égal à la masse fois l'accélération qui vaut v carré moins v0 carré sur 2 fois delta S. Mais on a encore un delta S aussi dans l'expression du travail. Donc le delta S du travail avec le delta S que j'ai sous mon accélération vont s'annuler. Donc je ne les ai pas écrits. Donc on voit que le travail total va tout simplement être égal à m fois v carré moins v0 carré sur 2. Si je réécris ça autrement, on va se rendre compte que le travail total va être égal à 1 demi m v carré moins 1 demi m v0 carré. Et là, on va appeler le 1 demi m v carré, on va appeler ça l'énergie cinétique et ça va être représenté par la lettre K. Donc, la lettre K majuscule va être réservée pour l'énergie cinétique. En fait, ça va être une forme d'énergie qui va être due à la vitesse d'un objet. Parce qu'un objet a une certaine vitesse et une masse, ben, il va avoir une certaine quantité d'énergie cinétique. On appelle ça une énergie de mouvement. Et on se rend compte par l'expression qu'on vient de déterminer que le travail total va comme être égal à la variation de l'énergie cinétique. On voit que c'est 1 demi mv final carré moins 1 demi mv initial carré pour mon travail. Tout ça nous amène justement au théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que le travail total va être égal à la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire K final moins K initial, ou bien sûr K est égal à 1 demi mv carré qui est l'énergie cinétique. Donc, ce qui est important, le travail total égale à la variation d'énergie cinétique. Ça va être une expression qu'on va réutiliser là, pour résoudre des problèmes. On va calculer le travail total qui est fait sur un objet. Comment on fait pour calculer le travail total? Bien, on calcule le travail fait par chacune des forces sur notre objet, on les additionne tous et on trouve notre travail total. Et ça va être égal à la variation d'énergie cinétique de mon objet, c'est-à-dire ça va être en lien avec son changement de vitesse parce que l'énergie cinétique est liée à la vitesse. Donc, le travail total fait sur un objet va être responsable du changement de vitesse de l'objet. On va se rendre compte aussi que si le travail total est nul sur un objet, il n'y aura pas de changement de vitesse. Donc, delta K va être égal à 0. Ce qui veut dire que le travail total va être nul. Le théorème de l'énergie cinétique dit que le travail total fait sur un objet est égal à la variation de son énergie cinétique. Deux personnes, par exemple, pourraient faire le même travail, mais dans des temps différents. Prenons une situation où on exécutera un travail et on a des situations en haut et en bas, où celui d'en haut l'effectuerait plus rapidement. Donc, on arrive à la même quantité de travail, mais celui d'en haut l'a fait dans un temps beaucoup plus petit. On va dire que c'est le même travail dans les deux situations, mais celui d'en haut est fait plus rapidement. Celui d'en haut sera donc plus puissant que celui d'en bas. Donc, c'est la notion de puissance, ça va être en fait la quantité de travail qu'on va être capable d'effectuer dans un temps donné. Plus on va le faire dans un temps court, plus grande va être la puissance.
Par définition, la puissance va donc être la mesure de la rapidité à laquelle une quantité de travail est effectuée ou une quantité d'énergie va être transformée. Donc, on va dire que la puissance moyenne va être égale au travail qui va avoir été fait dans un intervalle de temps donné, divisé par cet intervalle de temps. L'unité pour la puissance, c'est le watt. Un watt, en fait, se trouve être un joule par seconde, d'où la quantité de travail par unité de temps, donc joule par seconde pour les watts. La puissance moyenne va donc être égale à, si je écris l'équation du travail, c'est la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle entre les deux sur l'intervalle de temps. Comme on sait que la vitesse moyenne, par définition, c'est le déplacement sur le temps, je vais pouvoir le remplacer dans l'autre équation, ce qui va me donner que la puissance moyenne va être égale à la force fois la vitesse moyenne fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Mais comme la vitesse moyenne est dans la direction du déplacement, on avait déjà vu ça, je peux remplacer et dire que c'est l'angle entre la force et la vitesse, tout simplement. La puissance moyenne va être égale à la force fois la vitesse moyenne en faisant le produit scalaire. La puissance instantanée va être égale à la force produit scalaire avec la vitesse, ce qui veut dire c'est la force parallèle au déplacement ou parallèle à la vitesse fois la vitesse elle-même. Donc, pour une puissance donnée, pour une quantité d'énergie disponible par seconde, on peut l'utiliser soit en force, soit en vitesse. Il y a comme un combat là, entre les deux. Si je veux avoir plus de force, il va m'en rester moins pour avoir de la vitesse et vice-versa. Donc, on va voir ça, par exemple, avec, si on prend une Formule 1 versus un tracteur, une Formule 1 pour une même puissance, par exemple, une Formule 1 va aller beaucoup plus vite, mais ne sera pas très forte. Elle ne pourra pas tirer de très grandes charges. Par contre, un tracteur va tirer de très lourdes charges, mais ne sera pas capable d'aller très très vite. Donc, on va avoir un combat un peu entre les deux.